Et il est 23h30 à N'Djamena et Kinshasa, minuit et demi à Paris. Et sur la radio du Monde, la dernière édition d'Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une, le Tchad, une prestation de serment sur fond de tension après la mort d'un manifestant hier à N'Djamena. Je suis le président de tous les Tchadiens, déclare le président Déby. Vous l'entendrez dans ce journal. Invité d'Afrique Soir dans un quart d'heure, Gilbert Maoun-Donoji, coordinateur du groupe de recherche du projet Pétrole Tchad-Cameroun. Nous reviendrons sur cette cérémonie d'investiture et sur ses enjeux. En actualité encore, l'étau qui se resserre autour de la ville de Sirte en Libye. Les forces fidèles au gouvernement de Tripoli s'apprêtent à donner l'assaut final contre l'organisation État islamique. Dans l'actualité encore, l'Afrique du Sud et la polémique qui enfle, l'affaire de viol qui avait éclaboussé le président Zuma il y a 10 ans, ressurgit au lendemain de la débâcle de l'ANC au municipal. Au Niger, le grand marché de Niamey touché par un mouvement de grève des commerçants. Ils protestent contre l'augmentation des frais de passage des marchandises au magasin sous douane. Enfin les sports et les JO de Rio, des larmes mais pas de regrets pour l'escrimeuse tunisienne Aza Besbes, éliminée en quart de finale dans la catégorie sabre. On en parle dans 20 minutes avec Thomas de Saint-Léger. Une cérémonie d'investiture du président tchadien sous haute tension aujourd'hui à N'Djamena. Le président Déby a prêté serment. Il remplit pour un 5e mandat. L'opposition qui dénonce un hold-up électoral s'est mobilisée tout le week-end. 2 rassemblements ont été dispersés par les forces anti-émeutes. Hier, un manifestant a été tué par balle. Et c'est dans ce contexte et devant une quinzaine de chefs d'État africains que le dirigeant tchadien a lancé des appels à la concorde nationale. Madjas Ranako. La cérémonie a démarré avec retard. Certains chefs d'État annoncés ont tardé. C'est finalement vers midi et demi que le Conseil constitutionnel s'installe. Nagoumia Massoum, son président, déroule le cérémonial. Madame la vice-présidente, monsieur le conseiller Saïnidi, veuillez aller chercher le récipiendaire pour son introduction. Le récipiendaire. Idriss Déby, tout de blanc vêtu, s'installe à côté de la cour qui lit l'arrêt portant son élection à la magistrature suprême. Il a ensuite invité à présenter son serment. Nous, Idriss Déby Itno, président de la République élu, jurons solennellement de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Dans un long discours, le chef de l'État déroule son programme qui est une continuité de ce qu'il a commencé sans avoir toujours réussi. À la jeunesse, il lance « Je mesure l'ampleur de vos angoisses et conscient de vos espoirs déçus. J'ai foi à briser les angoisses de nos préoccupations. » Le chef de l'État n'a pas aussi perdu de vue la forte contestation qui a accompagné sa réélection. « Je suis désormais le président de tous les Tchadiens », a-t-il lancé, appelant à une concorde nationale. Madjas Ranako, N'Djamena, RFI. Une cérémonie alors que les troupes tchadiennes sont présentes sur de très nombreux terrains en Afrique. Un effort de guerre qui pèse sur le quotidien des Tchadiens. Ainsi, beaucoup de fonctionnaires souffrent de retard dans le paiement de leur salaire. Et c'est le cas précisément du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Goumou Vaïma. Nous partons partout défendre les autres pays, mais puisque nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de nos concitoyens à l'intérieur, mais on ne peut pas aller défendre les autres pays dehors. Bon, le climat social au Tchad est un peu tendu. Nous avons décrié la gabégie, la corruption. Chaque mois, pratiquement, nous partons en grève pour réclamer les salaires. Même s'ils ne veulent rien faire pour transformer le pays positivement, au moins qu'ils nous donnent ce que nous méritons. Puisque toute peine mérite salaire, donc après le travail, il faut payer. C'est vrai que le prix du baril a chuté. C'est diriger, c'est prévoir, hein. Et donc c'est comme ça que certains de nos chantiers sont restés sans être achevés. Goumou Vaïma, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad avec Carole Valade. Week-end meurtrier en Éthiopie, les forces de sécurité ont brutalement réprimé les manifestations anti-gouvernementales, tuant par balle plusieurs dizaines de personnes. Ça s'est passé dans les régions Oromo et Amhara, les 2 principales ethnies du pays. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International parle de près de 100 morts et de plusieurs centaines de blessés, accusant les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. À Addis Abeba, Karim Lebourg.
L'ampleur des manifestations ce week-end en Éthiopie et le bilan humain très lourd commencent seulement à émerger. Des rassemblements ont eu lieu samedi dans l'ensemble de la région Oromo, la plus peuplée du pays. La réponse a été brutale. Dans plusieurs localités, la police a ouvert le feu sur les manifestants. La contestation a pour la première fois touché la capitale, Addis Abeba, où quelques centaines de manifestants ont été violemment dispersés. Dimanche, les manifestations se sont étendues à la région Amara, dans le nord, avec des milliers de personnes dans la ville touristique de Bahir Dar. Le gouvernement éthiopien a cherché à limiter l'impact de cette vague de manifestations en coupant purement et simplement l'Internet et les réseaux téléphoniques pendant presque 48 heures dans tout le pays. Oromo et Amara, les deux principales ethnies en Éthiopie, manifestent depuis plusieurs mois pour des raisons différentes, mais qui ont en commun de dénoncer la chape de plomb imposée par le parti au pouvoir depuis 25 ans. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Et on parle de la Libye à présent, où les forces fidèles au gouvernement de Tripoli s'apprêtent à donner l'assaut final et décisif sur Sirte contre les troupes de l'organisation État islamique. L'organisation djihadiste encerclée dans le centre-ville oppose encore de la résistance et elle possède de nombreux snipers qui harcèlent les assaillants. Ouda Ibrahim. Ces snipers de l'État islamique utilisés comme armes stratégiques dans la guerre que mène l'organisation partout où elle est active étaient la cible de frappes aériennes américaines et libyennes ces dernières heures. Selon Mohamed El Gasri, porte-parole de Forces loyales au gouvernement de Tripoli, le compte à rebours a commencé pour en finir avec l'organisation extrémiste à Sirte. Le général est catégorique, il assure que l'État islamique est entré dans une période de mort clinique dans la ville. Mohamed El Gasri affirme que ses forces en sont aux derniers préparatifs pour la prochaine intervention. Il refuse cependant de livrer une date précise pour le début de cet assaut au centre de Sirte. Par ailleurs, la revue britannique The Sunday Times annonce que des soldats britanniques ont participé à la bataille contre l'État islamique à Sirte. Durant le combat, ces soldats auraient essayé de nouvelles armes plus puissantes contre le I dans cette ville côtière. Les Libyens affirment que des hommes de renseignement britanniques et américains sont présents à Misrata et à Sirte. Par contre, ils ont toujours nié l'engagement des soldats britanniques sur le terrain à Sirte. Ouda Brahim, et après avoir annoncé la fin de la préparation pour la bataille décisive à Sirte, les forces fidèles au gouvernement de Tripoli annoncent ce soir la reprise d'un nouveau quartier au centre-ville qui était aux mains de l'organisation État islamique. Le quartier connu sous le nom du Palais des Invités se trouve entre le quartier du Dollar, repris la semaine dernière, et le centre de conférence de Ouagadougou. En Tunisie, du retard dans le calendrier électoral. Les élections municipales ne pourront pas se tenir en mars 2017 comme prévu en raison de blocages. Selon le chef de l'instance électorale, les autorités n'avaient pas précisément fixé la date de ces élections, mais la loi nécessaire pour enclencher le processus électoral n'a pas encore été promulguée. RFI à Kinshasa, 105 FM. 23h passées de 38 minutes à Kinshasa. Cette question à présent, la MONUSCO doit-elle encore continuer de soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo? C'est en tout cas une question posée par un collectif d'organisations de la société civile. Ces ONG demandent à la mission des Nations Unies de cesser leur appui car Joseph Kabila violerait la Constitution et les résolutions prises à l'ONU. En effet, le chef de l'État congolais a affirmé que le calendrier des élections ne serait publié qu'après la fin du processus d'enrôlement des électeurs, ce qui veut dire que les élections seraient reportées d'au moins d'un an, alors que le mandat du président doit s'achever en décembre prochain. Par conséquent, maître Georges Kapiamba de la Coalition pour le respect de la Constitution estime que la MONUSCO doit se retirer. Nous demandons à la MONUSCO de retirer son soutien à l'enrôlement des électeurs parce que ces opérations ne s'inscrivent pas dans le cadre de la Constitution, moins encore de la résolution 2277 qui, au point 9 et 10, ont clairement imposé à la CENI de publier préalablement un calendrier devant se conformer au délai constitutionnel. Il n'y a pas plus de 10 jours que toutes les organisations de la société civile réunies ici à Kinshasa, nous avons proposé un calendrier réaménagé à la CENI pouvant permettre au pays de connaître l'élection présidentielle au plus tard le 5 décembre. Il faudrait que ça se discute. Malheureusement, nous constatons que du côté de la CENI, on ne veut même pas entendre parler d'une quelconque discussion. On a déjà un schéma tracé.
de 16 mois, 18 mois. Et là, ce n'est pas certain qu'il y aura encore des élections dans ce pays si on suivait les schémas tracés par la CENI actuellement. Maître Georges Kapiamba au micro de Sonia Rollet, la correspondante d'RFI à Kinshasa. On reste en RDC avec des violences signalées dans l'est du pays. Selon l'armée, 14 personnes ont été tuées. Plusieurs localités ont été attaquées par des groupes armés. Ce week-end, plus d'une centaine de maisons auraient été incendiées selon cette même source militaire. Le Burundi, l'ONU proteste contre les représailles visant 4 avocats burundais. Ils ont contribué à un rapport accablant de la société civile burundaise, rapport qui a été présenté à Genève devant le comité contre la torture. Un procureur burundais a demandé à l'ordre des avocats du barreau de Bujumbura de radier ces 4 avocats. L'Afrique du Sud, à présent, les élections municipales, on le sait, ont acté le désaveu d'une partie de la population vis-à-vis de l'ANC, le Congrès national africain. L'annonce des résultats était particulièrement cinglante pour le parti et pour le président Jacob Zuma. Lors de son allocution, 4 jeunes filles ont brandi des pancartes. C'était devant les caméras en mémoire de Kwesi. Kwesi, c'est le nom de cette jeune fille qui avait porté plainte pour viol contre Jacob Zuma. C'était en 2005. Mais le président, il n'était pas président encore à l'époque, avait été acquitté un an plus tard. Et ce n'est qu'à la toute fin de son discours qu'elles ont été violemment éjectées par les gardes du corps du président, qui ont aussi brutalisé quelques journalistes au passage. Une manifestation très soutenue et très suivie sur les réseaux sociaux et qui échauffe les esprits au sein même de l'ANC. À Johannesburg, Lisa Fabian. Personne ne se rappellera du bref discours prononcé par Jacob Zuma. Tout le monde retiendra par contre l'image des 4 jeunes femmes et de leurs pancartes en mémoire de Kwesi. Toujours prêt à éteindre l'incendie, le secrétaire général de l'ANC a estimé que le droit à manifester est garanti en démocratie. Mais les plus fervents soutiens de Jacob Zuma ne l'entendent pas du tout de cette oreille. La présidente de la Ligue des femmes de l'ANC accuse la commission électorale d'avoir organisé cette manifestation pour pousser le chef d'État à la démission. Elle pointe aussi du doigt Julius Malema et son parti EFF, accusés d'avoir payé ces femmes pour embarrasser le président. Des attaques pas forcément très bienvenues, alors que l'ANC cherche justement à obtenir l'aide de Julius Malema pour gouverner plusieurs municipalités. Quant aux responsables de la commission électorale, ils ont déjà présenté leurs excuses au président, mais ils regrettent un incident qui a gravement compromis la commission. Le ministre de la Sécurité d'État a annoncé qu'une enquête a été ouverte. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Merci d'être fidèle à Afrique Soir. Vous écoutez RFI. Il est 23h passé de 43 minutes à Niamey. RFI à Niamey. 96.2 FM. Et nous y allons dans la capitale du Niger pour parler de ce mouvement de grève au Grand Marché. Ce lundi, le syndicat des commerçants avait appelé à une journée marché fermé. Les commerçants protestent contre la mise en concession des magasins sous douane au groupe Bolloré Africa Logistique, ce qui se traduit par une augmentation considérable des frais de passage des marchandises dans ces magasins. Et la grève, vous allez l'entendre, a plutôt été bien suivie. À Niamey, Raliou Ahmed Assalé. Les allées d'habitude bondées du grand marché de Niamey sont étrangement vides ce lundi. Seuls quelques rares commerces ont ouvert leurs portes. Le constat est le même au nouveau marché, tout comme au petit marché. Tchombianou Cheibou, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs, revient sur la raison de cette grève, l'augmentation des frais de passage des marchandises au magasin sous douane. Le passage au magasin sous douane d'une tonne de riz, et ça, c'est pas stocké dans les magasins de Bolloré, c'est sur camion. Ce passage, avant, nous payons 650 francs par tonne métrique. Aujourd'hui, Bolloré dit qu'il faut payer 3215. C'est ce que nous avons déploré. Si la grève est bien suivie, c'est surtout grâce aux délégués des différents marchés qui ont fait un travail de sensibilisation des commerçants en amont. Soumela Bizo, délégué du petit marché. Nous avons fait le tour des commerçants individuellement plusieurs jours à l'avance pour leur expliquer l'intérêt de ce débrayage pour notre pays. Et le message a été bien reçu, on en voit le résultat. Halidou est commerçant au grand marché, il vend des bijoux, il est gréviste. J'ai suivi la grève parce que j'aimerais à ce que Bolloré, il y aura une grande réduction du côté des commerçants. Il faut qu'on nous réduise les taxes, on nous réduise nos dédouanements, on nous réduise tout pour que nous aurons une vie un peu meilleure. Dans le cadre de cette grève, les commerçants ont bloqué plus de 4000 camions de marchandises aux frontières du pays. Ralou Ahmed Assalé, Niamey, RFI.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Merci de rester avec nous à l'écoute d'Afrique Soir. À suivre au cours du prochain quart d'heure les sports. Et c'est Thomas de Saint-Léger qui viendra nous rejoindre pour nous parler notamment de la déception de l'escrimeuse tunisienne Aza Besbes qui a été éliminée en quart de finale dans la catégorie sabre. À suivre également le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Vous étiez nombreux ce matin à parler avec Nicolas Brousse de ces Jeux Olympiques de Rio avec cette question: est-ce qu'un jour l'Afrique pourra accueillir des Jeux Olympiques? Mais avant tout cela, notre invité. Et on en parlait en début de journal au Tchad, le président Déby a prêté serment pour un 5e mandat à la tête de son pays. Réélu le 10 avril dernier lors d'un scrutin contesté par l'opposition, Idriss Déby a convié une quinzaine de chefs d'État africains à la cérémonie d'investiture. Le contexte politique est tendu, on l'a dit, avec la mort d'un manifestant hier soir, mais aussi l'interdiction de tout rassemblement d'opposition qui était prévu ce week-end. Tendu également le contexte économique en raison, cette fois, de la chute des cours du pétrole. Alors cet environnement va-t-il infléchir la politique du président tchadien pour ce 5e mandat? C'est l'une des questions qu'a posée Carole Valade à l'invité d'Afrique Soir, Gilbert Maoundonoji, coordinateur du groupe de recherche au projet Pétrole Tchad-Cameroun. Gilbert Maoundonoji, bonjour. Bonjour. Le président Idriss Déby Itno a prêté serment cet après-midi pour un 5e mandat. Rappelons qu'il est à la tête du pays depuis maintenant 26 ans. D'abord, est-ce que vous avez suivi son discours d'investiture? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retenu? Ce qui a retenu mon attention, c'est la gravité, la tonalité du discours, surtout au plan économique. Lui-même a relevé le fait que le Tchad soit dépendant des revenus pétroliers et que la volatilité des prix a un impact sur les revenus budgétaires de l'État et qu'il est temps maintenant de se tourner résolument vers le secteur agro-pastoral pour diversifier l'économie. Ça fait depuis plus de 10 ans que nous travaillons sur cette question-là. On a eu de cesse d'insister sur le fait qu'une économie rentière est une économie qui n'est pas durable à long terme. Donc, mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est le moment maintenant d'y aller. Cette volatilité des prix, comment est-ce que ça se voit? Comment est-ce que les Tchadiens le ressentent? Les Tchadiens le ressentent puisque les revenus budgétaires étaient à 70% dépendants des revenus pétroliers et vous avez des arriérés de salaire de 2-3 mois très souvent, ce qui amène les syndicats à manifester. Les gens n'ont pas les revenus qu'il faut et ça se ressent dans le quotidien. On ne sent pas l'argent circuler comme au plein moment du boom pétrolier. Il est donc impératif, dites-vous, de diversifier l'économie. Quelles sont les autres priorités selon vous? Je pense que le prochain quinquennat, l'accent doit être mis aussi pour renforcer la cohésion sociale au niveau national, mais surtout s'attaquer à la lutte contre la pauvreté, s'attaquer aux inégalités de chance, aux inégalités en termes de répartition des ressources. Le président, lors de son discours d'investiture, a rappelé son engagement dans la lutte pour la sécurité, autant nationale qu'à l'extérieur. Et en effet, les troupes tchadiennes sont présentes sur de très nombreux terrains dans la région. Est-ce que cela ne se fait pas au détriment du social, par exemple? Ça, c'est évident parce que les interventions extérieures du Tchad a un coût. Parce que, certes, il y a les valeurs de paix, de solidarité, de stabilité régionale qui ont guidé ces interventions-là, mais on constate que le Tchad est pratiquement le seul à supporter les coûts de ces interventions. En témoignent les interventions au Mali, où le Tchad a eu du mal à se faire rembourser les préfinancements qui ont été faits ou bien à mobiliser les ressources pour amortir les moyens matériels et autres qui ont été déployés. Donc je pense que certes, cette politique doit être maintenue, mais la politique africaine du Tchad ne doit pas se faire au détriment de la politique nationale et surtout de l'amélioration des conditions de vie des personnes. Alors le contexte politique est extrêmement tendu. Il y a eu un mort hier dans les manifestations. Tous les rassemblements prévus par l'opposition ont été également interdits par les autorités. Est-ce que le président ne prend pas le risque d'une révolte s'il ne joue pas l'ouverture? Premièrement, la loi fondamentale est très claire. L'article 27 de la Constitution reconnaît la liberté
réunions, de manifester et de manifestations et d'associations. Malheureusement, la loi dont il est question, ce sont les vieilles lois de 1962 qui ont un caractère très répressif. Deuxièmement, il y a l'élément contextuel. L'élément contextuel, c'est le contexte de la lutte contre le terrorisme. Donc, le prétexte est tout trouvé pour indiquer que pour des raisons de sécurité, des risques sécuritaires, l'opposition ne pouvait pas manifester. Mais il faut saluer aussi le fait que l'opposition a osé. Mais je pense que dans le discours d'investiture, on a senti la main tendue du président qui dit qu'il est ouvert donc à faire en sorte que le dialogue politique continue et que la cohésion sociale soit préservée. Et donc, les jours qui vont suivre vont nous indiquer dans quelle direction on va aller. Est-ce que l'opposition va radicaliser sa position ou bien va lâcher du lest et le gouvernement va durcir sa position ou bien aller dans le sens de la main tendue annoncée dans le discours du président investi. Comment vous voyez le Tchad dans 5 ans au terme de ce quinquennat? Je pense que tout dépend des choix qui vont être faits. Dans son discours en tant que candidat, c'était très clair. Or là, en tant que président investi, on a senti une sorte de recul parce qu'il n'a jamais prononcé le mot de limitation du nombre de mandats ni réforme de l'État allant dans le sens du fédéralisme, même si il a laissé entendre qu'il va y avoir des consultations et que le peuple tchadien va se prononcer, mais il aurait pu réaffirmer ça très clairement. Et donc, si ces choix sont faits de manière concertée, avec une large consultation, on pourrait espérer préserver la paix, la stabilité qu'on a observée ou on a commencé à observer depuis 2009. Gilbert Maounodji, merci beaucoup. Gilbert Maounodji, voilà le coordinateur du groupe de recherche alternative et de monitoring au projet Pétrole Tchad Cameroun avec Carole Valade sur RFI. Le journal des jeux. Je vous l'avais annoncé, il est là, il vient d'arriver, Thomas Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Alors avec vous Thomas, on va parler évidemment de cette 3e journée de compétition à Rio et d'abord cette déception en escrime comme sa sœur Sarah à l'épée. La Tunisienne Aza Besbes s'arrête en quart de finale du tournoi de sabre. Un dénouement cruel pour la championne d'Afrique en titre battue aux portes des demi-finales à la touche décisive par la Française Manon Brunet, 15-14. Le scénario de Pékin 2008 se reproduit pour la cadette des sœurs Besbes, effondrée après son combat perdu. Je vous propose de l'écouter au micro de Christophe Diremzian. C'est dur de perdre comme ça. Il y a eu des moments forts pour chacune des deux et puis j'aurais dû me rentrer dedans dès le début. J'étais pas prête et puis sur la dernière c'est vraiment un coup de chance. Enfin, ma lame elle a écrasé ma lame avec son pied, du coup je pouvais pas la relever. C'est le coup de sort, c'est comme ça. Perdre un deuxième quart des jeux à 15-14, ça fait mal. Tout ce travail pour une touche. Je peux rien faire d'autre. J'ai pas de regrets, mais c'est comme ça, c'est le sport. L'émotion et les regrets d'Aza Besbes, battue donc en quart de finale du tournoi de sabre, tournoi remporté par la Russe Yana Egoryan. Et puis pas plus de réussite pour les judokas et les judokas du continent africain aujourd'hui. Tous et toutes sont tombés au premier tour de leur tournoi respectif. Honneur aux dames et au moins de 57 kilos, défaite de la Sénégalaise Hortense Diédiou. Porte-drapeau il y a 4 ans à Londres, elle s'est inclinée face à la Néerlandaise Sanne Verhagen. C'est donc fini pour elle, même punition pour la jeune Ivoirienne Zuleyha Dabone, battue par l'une des reines de la catégorie, la japonaise Kaori Matsumoto, championne du monde en titre, championne olympique à Londres et finalement 3e de ces Jeux de Rio. Durée du combat, 1 minute 19 d'apprentissage pour Zuleyha Dabone. C'est pas aussi mal, mais je voulais aller jusqu'au bout. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout et puis voir ce que ça allait donner, mais malheureusement, les erreurs payent toujours. J'ai fait une erreur, donc bon, ça m'a coûté cher. Je pense que cette erreur-là, je vais travailler ça pour que les prochaines compétitions soient meilleures. Je venais ici, c'était pour venir apprendre. Je pense que j'ai beaucoup appris. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de temps, mais je dirais que j'ai beaucoup appris.
Et c'est le travail que j'ai fait qui m'a mené là. Donc je dirais que je suis très fière d'être ici, mais en même temps malheureuse, parce que c'est pas ce que je voulais monter. Je sais que je vaux mieux que ça, même si je ne gagnais pas. Comme on dit, les erreurs ne payent pas. Zoleya Daboné avec Eric Mamrud. Chez les hommes en moins de 73 kilos, le Gambien Faïdji et le Nigérien Ahmed Goumar sont tombés dès leur entrée en lice. L'Ivoirien René-Philippe Kouassi quitte lui le tournoi de tir à l'arc après sa défaite face au Français Jean-Charles Valadon en boxe. Le Kenyan Peter Waroui chez les Mimouches et le Mauricien Kennedy Saint-Pierre chez les lourds passent, eux, le premier tour. Et la meilleure chance de médaille africaine aujourd'hui, ce sera du côté de la piscine olympique avec le Sud-Africain Tchad Leclos au départ de la finale de 100 mètres nage libre. Du 200 mètres nage libre, il n'a réalisé que le 7e temps des 8 qualifiés, mais Tchad Leclos, ça n'est pas n'importe qui, c'est le champion olympique en titre du 200 mètres brasse. Il sera un candidat à la médaille avec le chinois Sun Yang, l'allemand Paul Biedermann et l'américain Connor Dwyer. Finale de ce 200 mètres nage libre dans maintenant un peu moins de 2h30. Et du côté des sports collectifs, pas de miracle pour les volleyeuses camerounaises. 2e défaite en 2 matchs. Et toujours pas le moindre set inscrit comme face au Brésil avant-hier. Elles ont été battues 3-0 par le Japon tout à l'heure. Prochaine chance mercredi face à la Russie. En basket, c'est en ce moment, les Sénégalaises sont opposées à la Chine. La rencontre vient de débuter. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, les handballeuses angolaises affronteront le Monténégro. C'était le journal des sports de Thomas de Saint-Léger. Merci Thomas, merci également à Vivian Lecuivre pour la réalisation de cette émission et à toute l'équipe d'Afrique Soir, Guillaume Bédran et Sébastien Nemeth. Restez avec nous dans quelques instants, c'est le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Nicolas Brousse. Bonne fin de soirée. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, vous répondiez à cette question, les Jeux en valent-ils la chandelle ? Les JO sont un événement planétaire mais coûteux. L'Afrique devrait-elle en organiser ? Écoutez vos commentaires. L'image dont un pays bénéficie lorsqu'elle organise un événement comme les Jeux Olympiques, ça n'a pas de prix. Pékin a réussi à mobiliser 4,7 milliards de personnes, de téléspectateurs. Donc en termes d'audimat, ce n'est pas rien du tout. Et ce sont des personnes qui peuvent être les touristes de demain. Et donc, en termes de retombées économiques aussi, c'est quelque chose de très positif. Je pense que l'Afrique serait très très bienvenue d'organiser les Jeux Olympiques. Je pense que quand on a déjà accueilli une Coupe du Monde, quand on a déjà organisé la CAN, on peut très bien accueillir les Jeux Olympiques. Les infrastructures de base sont déjà là, il suffit seulement de les réadapter à l'événement en question. L'Afrique a encore plusieurs défis à relever. A des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, etc. Donc le continent doit d'abord travailler à résoudre ces problèmes-là. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, il est judicieux que les Jeux Olympiques soient organisés par les pays riches, en disposant de ressources financières importantes, fortement équipées, et ont vaincu les problèmes auxquels l'Afrique fait face. Mais quand il parle de l'Afrique du Sud avait certes reçu l'organisation de la Coupe du Monde de foot, nous le savons. Mais il s'est de rappeler que l'organisation de la Coupe du Monde repose essentiellement sur la construction des stades. Il faut voir aujourd'hui la part de l'Afrique, par exemple, dans le commerce mondial qui est totalement infime, qui est faible, pour dire que l'Afrique est un continent en devenir. Et c'est aussi une façon pour les pays africains qui pourraient éventuellement prétendre à organiser les Jeux Olympiques, mais de pouvoir s'arrimer à ce développement, de pouvoir améliorer le cadre de vie. Et demain, nous ouvrons le débat sur le 5e mandat du président tchadien Idriss Déby Itno, synonyme de stabilité ou d'autoritarisme. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Jusqu'au 21 août, vivez les Jeux Olympiques de Rio sur RFI.
Suivez avec nos envoyés spéciaux les journaux des JO, nos reportages, nos éditions spéciales, des interviews, des analyses et les cartes postales des Jeux. La radio du monde se met à l'heure de Rio pour vous faire vivre la quinzaine olympique. Jusqu'au 21 août, RFI est la radio des Jeux.